Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que depuis la fin des JO, vous êtes comme moi en manque de basket, mais ne vous inquiétez pas, la Pro B redémarre bientôt, dans moins d'un mois. Et pour l'occasion, je me suis dit que pour vous aider à patienter, je vais vous faire découvrir toutes les équipes de la saison de Pro B à venir. Évidemment, il y a deux principales nouveautés. La première, c'est que la Pro B passe de 18 à 20 clubs, et ça déjà c'est un gros changement. Mais il y a un changement qui est encore plus marquant, ça va être l'instauration d'un play-in. Alors le play-in, comment ça marche ? Les 6 premières équipes du championnat seront automatiquement qualifiées pour les playoffs en fin de saison. Il leur restera donc 2 tickets à composter, puisque bien évidemment le premier de saison régulière monte directement. Les 2 tickets restants vont être attribués aux équipes qui vont être classées entre la 7e et la 10e place. Le 7e et le 8e vont s'affronter pour décrocher leur ticket pour les playoffs, et le perdant de cette opposition rencontrera le gagnant du duel entre le 9e et le 10e. J'ai donc décidé de faire une série de 3 vidéos qui va correspondre au classement que j'imagine plus ou moins à la fin de la saison. Je ferai donc une vidéo consacrée aux équipes que je vois dans le top 6, une autre consacrée aux équipes qui devraient se battre pour le play-in, et enfin, la dernière vidéo, enfin plutôt la première, puisque c'est la vidéo d'aujourd'hui, je vais me consacrer aux équipes que je vois classées entre la 14e et la 20e place, c'est-à-dire les équipes qui seront un petit peu trop courtes pour disputer les play-in, et en même temps, qui devraient s'accrocher pour espérer valider leur maintien en Pro B. Alors, je vais commencer cette vidéo par parler des Savoyards Aix-Maurienne, un club qui est habitué à se battre chaque année pour son maintien, enfin chaque année ou presque. J'espère donc que les Savoyards ne m'en voudront pas et ne m'en tiendront pas rigueur. Je ne sais pas si c'est cette année que Aix va pouvoir se battre pour aller en play-off. Alors, le premier changement à l'intersaison, c'est le départ de Emmanuel Schmidt qui est remplacé par Kenny Grant, un ancien joueur professionnel passé notamment du côté de la Chorale de Rouen. Du changement, il y en a aussi eu côté des joueurs. Les leaders américains KJ Jackson et Sean Willett, les éternels revenants, en sont partis, tout comme le capitaine tout le temps blessé de cette équipe, JJ Garcia. Enfin, les intérieurs Tim Ebo et Kevin Samuel ont signé dans d'autres clubs de Pro B. Au rayon des arrivées, ma foi, sur le papier, c'est assez intriguant. Seul Jackory Payne est connu du championnat de France de Pro B puisqu'il a déjà évolué à Nantes il y a 2 saisons. Sinon, il y aura beaucoup de nouvelles têtes du côté de Aix-Maurienne avec Gerson Gonçalves, Maxime Yomi, Carlos Pépin et Neil Quinn, des joueurs inconnus au bataillon dans le sens où ils n'ont jamais évolué en France. Pour accompagner ces recrues, il y a quelques joueurs qui sont restés, à commencer par le meneur, le combo guard Siriman Kanouté, qui sera la rotation de Jackory Payne. Corentin Falcoz, le local de l'étape, est toujours là, il sera en rotation de Gerson Gonçalves, une fois que ce dernier sera arrivé bien sûr, Christopher Dobby et Kamel Amour à l'aile, et enfin Gilles Noël sur le secteur intérieur. Côté budget, on le sait, Aix fait partie des clubs les plus pauvres de la division. Le club savoyard avait le 16e budget la saison dernière, ainsi que la 14e masse salariale, sur 18 clubs, je le rappelle. Autant dire que c'était pas frappadingue et que Kenny Grant a dû faire des paris avec des moyens limités. Mais tout est possible, puisque Aix, année après année, arrive à déjouer les pronostics qu'il envoie en National 1. Charge donc à Kenny Grant d'encore une fois trouver la formule pour parvenir à maintenir Aix-Maurienne en Pro B. Et pourquoi pas, avec quelques surprises, notamment du côté des joueurs qu'on ne connaît pas trop, espérer gratter un play-in. Aix avait été plutôt proche de le faire la saison dernière pour se qualifier en play-off, ils avaient terminé 14e et avaient validé un maintien tranquille. Alors une fois que le maintien pourrait être acquis pour Aix-Maurienne, est-ce que le club sera en capacité d'aller espérer atteindre la 10e place, synonyme de qualification en play-in. Et donc, pour essayer de progresser et justement d'aller chatouiller le play-in, je pense que Aix-Maurienne va principalement s'appuyer sur 2 joueurs, peut-être même 3. Le backcourt, notamment, je pense, devrait être l'une des forces de l'effectif. Jackory Payne, on connaît, c'est un joueur de qualité à la main, il devrait être fiable et il avait réalisé une très bonne saison à Nantes il y a 2 ans où il tournait à environ 13 points de moyenne et 4,4 passes décisives. Et la saison dernière, il a été encore plus performant en 2e division turque puisqu'il avait des moyennes de 20,6 points par match et 5,2 passes décisives. Très très fort et on verra s'il sera capable de faire de même pour son retour en Pro B. Pour l'accompagner sur le backcourt, Aix-Maurienne a misé sur Gerson Gonçalves, qu'il sera l'une des attractions de la saison.
A priori, il n'est pas encore arrivé en Savoie, mais Gerson, c'est un international angolais. Il a 61 sélections à son compteur, donc on peut dire qu'il a une certaine expérience internationale et il a un palmarès long comme le bras dans le championnat angolais. Son dernier fait d'armes en date, c'est d'avoir remporté la BAL, la Basketball Africa League en 2024 contre un ancien du championnat de France, Souleymane Diabaté. Peut-être que ça parlera aux plus anciens d'entre vous. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Gerson Gonçalves semble être une recrue plutôt sympathique pour un club comme Aix-Maurienne et il sera sans nul doute l'une des curiosités de la saison. Sujet un peu moins réjouissant maintenant, je vais parler des interrogations que l'on peut se poser à la vue du roster savoyard. Je commencerai par parler de l'intronisation à la tête de l'équipe de Kenny Grant, qui va devoir mener Aix-Maurienne au maintien avec des moyens très limités. Le Suédois de 42 ans a coaché Avignon en National 1 et Donau sur la deuxième partie de saison 2022-2023. C'est donc un jeune coach au niveau professionnel qui a encore tout à prouver. L'autre question que je me pose, c'est quel sera le rendement du secteur intérieur ? Neil Quinn et Carlos Pépin sont arrivés, mais ils n'ont jamais évolué en France, donc c'est un peu difficile d'évaluer et de situer quel est leur niveau. Sur le papier, ça semble intéressant, mais on peut tout de même se poser la question. Et enfin, qui va remplacer KJ Jackson et Sean Willett au scoring? Si sur le papier, plusieurs joueurs semblent avoir des profils offensifs intéressants, qui va assurer réellement la marque? Jacori Payne et ses 20 points de moyenne la saison dernière en D2 turc semblent d'office désignés, mais qui parviendra à l'épauler? Est-ce que ce sera Gerson Gonçalves, Carlos Pépin, Christopher Dobby, Neil Quinn? Il y a encore des interrogations à ce niveau-là. Et c'est bien normal, puisque pour une équipe comme Aix, avec des moyens assez limités, le rendement de l'équipe passe bien souvent par le rendement de ses joueurs étrangers. Maintenant, si je veux être optimiste, je commencerai par vous dire que Aix-Maurienne, c'est un petit peu comme le Portel en Betclic Elite. Il y a une vraie culture du maintien. Saison après saison, je l'ai déjà dit, mais Aix-Maurienne arrive à donner tort aux pronostics qui les envoient en National 1. Pourquoi en serait-il différent cette année? Un autre motif d'espoir, c'est le secteur extérieur qui est alléchant, intriguant, appelez-le un petit peu comme vous voulez. Il semble clairement au niveau de la Pro B et je pense qu'on pourrait même être surpris et même sur les rotations avec Siriman Kanouté et Corentin Falcoz qui pourraient jouer le rôle de Factor X. Et enfin, j'ai envie de dire que le changement de coaching et de joueur peut aussi permettre à Aix de partir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle dynamique, et ça peut être intéressant pour le club de partir sur de bonnes bases, parce que je pense qu'on avait un peu atteint un plafond avec Emmanuel Schmitt aux commandes de l'équipe. Un peu de nouveauté, ça ne fait jamais de mal. Parlons maintenant d'un promu, le Caen Basket Calvados. Caen est habitué à évoluer en Pro B, même si c'est vrai que ces dernières années, le club a plusieurs fois fait l'ascenseur entre la Pro B et la National 1. Les Canets ont gagné le droit de revenir dans l'antichambre de la Betclic Elite et pour y parvenir, le club, en tout cas le coach, a misé sur la continuité. Seuls 4 joueurs sont arrivés, à savoir Pierre Hannequin, Kentan Facey qui évoluait du côté de Poitiers la saison dernière, Kevin Koné, qui est passé par Saint-Chamond, et Rachad Davis, l'un des meilleurs joueurs de National 1. Et bien, sur le papier, pour un promu, ça semble quand même sacrément costaud. C'est dire si le niveau de la Pro B semble encore une fois très homogène cette année. Et qu'on soit clair, tout le monde peut battre absolument tout le monde dans ce championnat. Et ce que j'aime bien dans cet effectif, c'est la continuité. Stéphane Eberlin a conservé ses cadres et a apporté des touches pour parfaire son effectif en accord avec le budget mis à sa disposition. Le budget, justement, parlons-en. Quand on n'était pas en Pro B la saison dernière, mais on est sur un club qui est bien structuré et qui ne devrait pas, je pense, figurer parmi les clubs les plus pauvres de Pro B. Surtout quand on pourra s'appuyer sur son magnifique palais des sports qui peut accueillir jusqu'à 4200 personnes en configuration basket. Il y a un vrai engouement du côté du basket à Caen, on le sait, et je ne serais clairement pas surpris que la billetterie annonce presque complet à tous les matchs. De quoi assurer pas mal de recettes au club canet. En termes de classement, je l'ai dit, Caen a remporté les playoffs de National 1 la saison dernière, ce qui offre la perspective d'une belle dynamique potentielle pour le CBC. Et pour mener à bien sa mission maintien, comment ne pas parler en premier lieu de Malela Mutuale. L'emblématique ancien joueur d'Orléans va être le papa, le daron de cet effectif. C'est un joueur qui a roulé sa bosse en Pro B, qui a aussi joué avec un vrai rôle en Betclic Elite, donc forcément, ce sera l'assurance sérénité de cette équipe cannaise. Et à côté de lui, je parlerai également de Rachad Davis,
qui je pense devrait être l'autre joueur à surveiller dans cet effectif. Il est décrit comme l'un des meilleurs joueurs de National 1 la saison dernière et apparemment tous les gros clubs de Pro B le désiraient, notamment Pau Orthez et Blois, deux des cadors de la division. Autant dire que ça classe un petit peu le talent du bonhomme, de l'arrière bahaméen, et qu'il sera forcément présent sur les scouting reports des équipes adverses. Maintenant, j'ai quand même quelques interrogations, à commencer par la dynamique. C'est toujours un petit peu l'interrogation chez les clubs promus. Quand va-t-il rester sur la même dynamique que la saison dernière avec des playoffs remportés ? Ou au contraire, est-ce qu'il va falloir un temps d'adaptation au niveau et à l'exigence de la Pro B, notamment dans une Pro B, on le sait, qui passe de 18 à 20 clubs et qui sera plus compétitive que jamais ? Eh bien, pour répondre à ces questions-là, rendez-vous, je pense, au bout de 5 ou 6 matchs pour voir quel va être le début de saison des Canets. Mais, je rassure les supporters du CBC, il y a également beaucoup de motifs d'espoir. D'abord, la continuité. Ça a du bon, encore plus, je pense, chez les promus. Le meilleur moyen de conserver justement une dynamique positive enclenchée à la fin de saison dernière, eh bien, c'est de garder le noyau, le socle, qui a performé ensemble et qui a construit quelque chose. Et ce n'est pas le cas de la majorité des effectifs. En l'occurrence, Caen a misé sur la continuité et ne partira pas de zéro. Et ça, c'est très important pour assurer la transition justement entre les deux divisions. Un autre point positif de cet effectif, ça va être la profondeur. Le coach Stéphane Eberlin pourra s'appuyer sur un effectif large avec 12 joueurs, donc ça va être assez confortable pour le coach, même s'il pourrait y avoir quelques frustrés. Et oui, il va falloir gérer les égos et les temps de jeu. Et enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a l'outil de travail, le Palais des Sports, qui sera probablement l'une des plus belles salles de Pro B. Ça, pour le développement à moyen terme de Caen, sportif et extra-sportif, c'est vraiment génial. D'autant plus que ce n'est pas une salle vide, les supporters répondent présents comme je l'ai dit, et ça aussi, ça peut être un plus, à la fois pour les finances, mais aussi pour pousser les joueurs à se dépasser. Et dans une mission maintien, ça peut faire toute la différence. Parlons maintenant d'un club qui ne joue pas un basket champagne, mais qui en a le nom. Je veux bien évidemment parler du Champagne Basket. Si je devais donner un mot pour définir l'été du club, eh bien ce mot, ce serait le changement. Changement de coach, changement de joueur, changement de statut, changement de salle. Du changement à tous les niveaux donc. Déjà, arrivée d'un nouveau coach, Vincent Dumestre, qui prend les rênes de l'équipe professionnelle après avoir été entraîneur adjoint à Dijon depuis 3 ans. Côté joueurs, 11 joueurs sont partis, 10 sont arrivés. On est sur un renouvellement intégral de l'effectif, du sol au plafond. Le nouveau coach a majoritairement recruté des joueurs connus de la division, ce qui permettra de réduire le risque de non-adaptation au niveau du championnat. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de roster ? Eh bien, pour un club qui doit composer avec une baisse de budget et qui part de zéro, le roster est plutôt sympa sur le papier. Franchement, il y a des paris, il y a des joueurs qu'il faudra développer sous la houlette d'un jeune coach, c'est vrai, mais qui a la fibre formatrice. Donc ça donne un cocktail plutôt intriguant et intéressant, même si on pourrait avoir un petit peu de mal à situer le potentiel réel de cette équipe et son plancher et son plafond. Ce que je trouve intéressant, c'est notamment que les joueurs qui seront des tauliers de cette équipe n'ont jamais eu réellement ce rôle, donc ça va être intéressant de regarder comment elles vont se comporter. Niveau finances, comme je le disais, le club a annoncé fin mars que le budget devrait baisser d'environ 30%, sauf à ce que des investisseurs mettent la main à la poche. Je n'ai pas l'impression que ça a été le cas, et donc on devrait avoir un budget bien moins conséquent pour le Champagne Basket. L'équipe jouera aussi essentiellement à Coubertin, à Châlons-en-Champagne, et ne jouera que ponctuellement du côté de l'Arena à Reims. Un aveu de faiblesse par rapport à la fusion qui avait été opérée il y a quelques années. L'an dernier, Champagne Basket s'est bien repris sur la deuxième partie de saison et a terminé à la 6e place, mais est sorti au premier tour des playoffs par Boulazac. Une saison donc un petit peu frustrante pour le Champagne Basket. Et cette saison, dans cette transition et pour amener cette équipe vers le plus haut niveau possible, eh bien, je pense que Vincent Dumestre va s'appuyer principalement sur son backcourt avec Javon Masters et Kylian Malwaya. Javon Masters, car ce sera le meneur de cette équipe et aussi accessoirement l'un des joueurs les plus expérimentés. Il sort de belles saisons du côté de La Rochelle et à Pau Orthez où il a montré qu'il était un meneur qui pouvait être dominant à ce niveau. Un meneur plein de fougue, très agressif, très bon sur les drives et qui peut aussi faire jouer ses coéquipiers. Et à côté de lui, on aura un joueur très prometteur avec énormément de potentiel qui était à Évreux la saison dernière, c'est Kylian Malwaya. Et je pense clairement qu'avec des responsabilités, il peut tout casser cette saison. C'est un très fort scoreur, il est encore très jeune, il a tout l'avenir devant lui et avec à la baguette un coach formateur comme Vincent Dumestre, eh bien, il ne peut que performer en espérant que ce soit dans une équipe qui gagne
pas comme l'année dernière à Évreux qui a terminé dans la zone de relégation. En ce qui concerne mes doutes et mes craintes pour cette équipe, il y en a plusieurs. La première, sans surprise, concerne le fait que le club repart d'une feuille quasiment vierge. Un coach rookie, aucun joueur restant, il faut tout reconstruire de A à Z, donc il n'y a vraiment aucune certitude sur lesquelles s'appuyer. Donc forcément, ça rend encore plus concret le risque de retard à l'allumage et ça rend la préparation vraiment cruciale. Il n'y aura pas cette année en plus les matchs de la Leaders Cup qui servaient un petit peu de matchs pour se jauger en compétition officielle avant que le championnat ne redémarre. Donc vraiment, la préparation de Champagne Basket va être cruciale pour développer justement une alchimie et construire un collectif. On peut également se demander quel sera l'ADN de cette équipe. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas très bien Vincent Dumestre. Quelle est sa philosophie de jeu ? Bon, en ayant passé les 3 dernières saisons du côté de Dijon, on peut penser qu'il aura un peu pris des codes de Nenad Markovic et Laurent Luniam, c'est-à-dire s'appuyer sur une base défensive solide, en espérant qu'il se sera peut-être un petit peu moins inspiré sur les fautes techniques et les engueulades à foison. Alors d'un autre côté, je vais quand même rassurer les quelques fans du Champagne Basket, parce qu'il y a du positif à retirer quand même de cet effectif. Principalement déjà le secteur extérieur qui est intriguant dans le sens positif du terme. J'ai parlé de Javon Masters, de Kylian Malwaya, mais il y a aussi Guillaume Grodzinger qui est le MVP en titre du championnat espoir de Betclic Elite, Dominique Bridgewater qui s'éclatait vraiment en N1, Matteo Lega qui va être repositionné en poste de shooter, donc ça fait pas mal de joueurs à potentiel et ça va être très intéressant de suivre leur progression. Et c'est justement de leur progression que dépendra peut-être en partie ce que va pouvoir viser Champagne Basket cette année. Concrètement, je les vois capables peut-être d'aller accrocher un play-in, mais pour ça, il va falloir avoir un niveau de performance et de rigueur qui va être optimal. Clairement, l'effectif est assez intéressant sur le papier. Il y a l'air d'avoir plus de talent sur le backcourt et plus de joueurs de devoir sur le secteur intérieur. On verra si la mayonnaise va prendre et comme je le disais, eh bien, je trouve encore difficile d'estimer quel va être le plafond de cette équipe. Est-ce que ça jouera le play-in ? Au contraire, est-ce que ce sera un petit peu plus bas ? En tout cas, j'ai dû faire un choix et j'ai par exemple privilégié le choix de la continuité en plaçant une autre équipe en particulier qui sera une surprise devant le Champagne Basket. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez du recrutement et de l'effectif au global de Champagne Basket pour la saison à venir. Pour la prochaine équipe, direction l'Allier, puisqu'on va parler de Vichy. Alors à Vichy, on est aussi sur une transition, certes moins grosse que pour Champagne Basket, quoique j'alterne entre on est sur une petite transition ou une grosse transition. Je ne sais pas encore et ça va justement être le point d'interrogation majeur. Il y a eu un peu de mouvement, mais on n'est pas sur une reconstruction totale. 5 joueurs sont partis, 5 joueurs sont arrivés. Parmi les départs, on peut notamment observer que sur les 5 joueurs partis, 3 évolueront en Betclic Elite à la rentrée. Ilyas Kamardine retourne à Dijon puisqu'il était prêté. Mamadou Guissé a signé du côté du CSP Limoges. Et enfin, Noah Penda a suivi son coach Guillaume Vizade au Mans. Oui, vous avez bien entendu. Une grosse transition va s'opérer au niveau du coaching puisque Guillaume Vizade part avec le sentiment du devoir accompli après 7 saisons passées sur le banc de la JAV. Pour le remplacer, c'est un autre jeune coach qui va débarquer, Dounia Issa, après 3 saisons passées, a réalisé de belles choses avec un effectif très jeune à Pont-de-Cherruy en National 1. Un aspect qui a forcément bien plu à Vichy, qui s'est donc attaché les services d'un coach qui aime bien développer des jeunes joueurs prometteurs. Grosse transition également, car le président Yann Leduris a laissé la main à la fin de saison à Guillaume Seurat après avoir passé 10 années de présidence à la tête du club. Maintenant, on peut aussi voir tout ça sous le signe d'une petite transition, car avec un coach jeune qui garde la même philosophie de développer des jeunes potentiels et surtout avec 5 joueurs qui sont restés et qui seront les garants d'une certaine continuité et qui seront des cadres de l'effectif, eh bien, ça diminue le risque d'une reconstruction totale. Le poste 1 notamment reste inchangé avec Sébastien Cap et l'Ivoirien Assémian Moularé. Lucas Duféal, le meilleur défenseur officieux de Pro B la saison dernière, va prendre du galon. Et sur le poste 5, eh bien, là aussi, on reste sur des bases inchangées avec l'immense Serge Mourtala et le très combatif Cédric Bas. Une très bonne base donc à laquelle sont venus s'ajouter Jordan Shepherd, qui vient tout droit de Chypre, dans l'ancien club de Trey Buchanan, le MVP en titre de Pro B. Donc ça déjà, ça donne tout de suite envie de voir Jordan Shepherd fouler les parquets de Pro B. Et pour l'accompagner dans sa découverte de la JAV, eh bien Dounia Issa, le coach, s'est positionné sur Damien Nseke-Ebele, qu'il a eu sous ses ordres il y a 2 ans, et Pape Diop, qui sort d'une belle saison en National 1.
Et en dernière recrue, Dounia Issa a ramené dans ses valises Brice et Yaga Bidias qui a connu une trajectoire fulgurante en passant de la N3 à la N1 à la Pro B, tout ça en 3 ans. Un effectif donc qui semble prometteur à première vue. Maintenant, passons du côté du tableau de bord avec les budgets. C'était le 13e budget de la saison dernière et la 15e masse salariale. Donc clairement, Vichy ne roule pas sur l'or. Ce qui peut en partie expliquer le choix du club de s'orienter vers le développement de jeunes joueurs prometteurs. Et la saison dernière, on peut clairement dire que ça a plutôt bien marché, et pas qu'un peu. Car oui, Vichy a réalisé une saison d'exception en regard à ses moyens, en terminant 2e de la saison régulière et en remportant la Leaders Cup et en s'inclinant malheureusement en demi-finale des playoffs face aux futurs finalistes, logiquement Boulazac. Des performances d'exception donc pour les Vichysois qu'il sera bien dur de rééditer dans une Pro B qui passe à 20 clubs. Alors du côté des joueurs clés, je suis parti sur Jordan Shepherd en premier lieu. Tout simplement car il devrait être le leader offensif de cette équipe. Et si l'on pense au fait qu'il a des similitudes avec Trey Buchanan, déjà parce qu'ils viennent tous deux du même club à Chypre, ils arrivent tous les deux aussi avec le profil de gros talent offensif et bon shooter à 3 points, alors il n'en faut pas plus pour me hyper et considérer que Jordan sera clairement l'un des joueurs à suivre dans cette équipe, mais aussi peut-être dans la division. Et pour l'accompagner du côté des joueurs clés, c'est ma petite hot take, mais je veux absolument parler de Lucas Duféal, meilleur défenseur officieux et 2e meilleur contreur de la saison dernière avec seulement 20 minutes de temps de jeu. Je pense que l'on peut s'attendre à encore plus de responsabilités pour Lucas, qui a très clairement le potentiel pour tout exploser cette saison. Il pourrait être de mon côté la révélation de la future saison de Pro B. Maintenant, parlons des craintes que l'on pourrait avoir pour Vichy. Il y en a 2. J'en ai déjà parlé, alors je ne vais pas forcément m'épiloguer sur le sujet, mais il y a une transition qui s'opère. Après une saison fantastique de Vichy qui a été menée d'une main de maître par Guillaume Wizard pendant 7 ans, et malgré également la conservation de certains cadres de l'effectif, on peut légitimement se poser la question de ce que va proposer Vichy cette saison dans une Pro B à 20 clubs toujours plus homogène et toujours plus dur. Dounia Issa va-t-il reprendre le flambeau de Guillaume Wizard ? Parviendra-t-il à faire performer cette équipe qui a quand même perdu, je le rappelle, Ilyas Kamardine, Noah Penda et Mamadou Kissé qui ont réalisé tous les 3 de très très grosses saisons. Le deuxième point d'interrogation que j'ai, ça va être le temps d'adaptation, notamment des recrues au niveau de la Pro B. Parmi les recrues, aucun joueur ne connaît la Pro B hormis Hugo Doumbia. Et même si la plupart des joueurs semblent être armés pour la division, il pourrait y avoir une petite période d'ajustement. Mais il y a aussi des raisons d'être résolument optimiste pour Vichy. D'abord, dans la transition dont je parlais, je pense qu'elle peut être un petit peu nuancée par la présence de joueurs de l'effectif qui étaient présents la saison dernière, voire même un peu plus longtemps. Sébastien Cap, Assemian Moularé, Lucas Duféal, Serge Mourtala et Cédric Bas. Ce sont des joueurs qui connaissent bien la Pro B, qui connaissent le club et qui ont de l'expérience, notamment Cédric Bas et Sébastien Cap. Ça devrait déjà permettre d'assurer une transition en douceur. L'autre raison d'y croire, c'est qu'il y a encore des jeunes joueurs prometteurs qui ont tout ce qu'il faut, je pense, pour se développer et performer cette saison en Pro B. Hugo Doumbia, après une saison où l'on pouvait attendre un petit peu mieux de sa part du côté de Champagne Basket, il devrait avoir, je pense, un terrain d'expression plus propice à son éclosion et plus important du côté de Vichy. Et aussi, et surtout, j'en ai déjà parlé, mais Lucas Duféal, je crois dur comme fer, en une grosse saison de Lucas, et je ne serais pas surpris qu'il prenne le chemin de ses copains Ilyas, Noah et Mamadou en rejoignant l'élite. Et enfin, ça peut paraître bizarre, mais il faut quand même se rappeler que Vichy compose avec peu de moyens, des moyens très limités, et que dans un sens, le club déjoue les pronostics année après année en réussissant quasiment constamment à se qualifier pour les playoffs. Et la saison dernière, clairement, ça a été une sorte d'apothéose qui nous l'a un peu fait oublier. C'est pourquoi je pense qu'il faut savoir raison garder avec Vichy. Le premier objectif sera probablement d'assurer un maintien le plus tôt possible et le plus vite possible, et ensuite, pourquoi pas regarder plus haut. On a été habitué à l'excellence l'année dernière avec Vichy, mais il faut quand même se rappeler que les ambitions ne sont pas de monter à court terme, en tout cas pas avec les moyens financiers actuels de la JAV. Et peut-être que travailler avec moins de pression, mais aussi moins d'attente, ce sera parfait pour Vichy. Je pense qu'ils vont retrouver un statut d'underdog qui va très bien aller à Dounia Issa et à son staff. Maintenant, il est temps de parler d'un club qui a eu très très chaud aux fesses la saison dernière et dont on n'aurait d'ailleurs pas dû parler dans cette vidéo. Je parle bien sûr de l'ALM Évreux. Alors, il y a eu du mouvement à Évreux, c'est le moins qu'on puisse dire. 9 joueurs sont partis entre ceux qui étaient là depuis le début de la saison dernière et ceux qui sont venus renforcer l'effectif en cours de saison.
Au final, seuls 3 joueurs sont restés. Le jeune Dorian Angloma, l'ailier Paul Rigaud et le grand pivot Bengali Fofana. Du côté des arrivées, on peut souligner le retour de Anthony Da Silva, le retour également de Dimitri Radic, qui était déjà passé au club, et en plus de ces retours, ont posé leurs valises dans l'heure AJ Day, Tim Ebo, Aaron Leverity et Alexis Tang, qui s'est peut-être trompé de club parce qu'il a plutôt l'habitude de jouer la montée que le maintien. En tout cas, ça va donner de quoi mettre un 5 majeur sur le terrain pour le coach Marc Namura, même si le club doit encore recruter un poste 3-2 étranger. Le 5 majeur, actuellement, semble intéressant sur le papier, même si forcément la dernière recrue aura toute son importance. Côté budget, on sait que Évreux est souvent sur la corde raide au niveau de ses finances, et donc ils ont parfois du mal à boucler leur fin d'exercice. Preuve en est, puisque la saison dernière, Évreux avait l'avant-dernier budget et la dernière masse salariale à égalité avec Angers. Autant dire qu'Évreux a probablement dû, encore une fois, racler les fonds de tiroir pour offrir au coach une équipe à même d'être compétitive dans cette division. Dans cette division, et oui, parce que Évreux a terminé avant-dernier du dernier exercice, mais l'impossibilité des Mets 92 et de Lille à pouvoir assurer leur place en Pro B a profité à Évreux qui a été repêché. Le club voudra profiter de cette deuxième chance pour réaliser une saison bien plus aboutie que la précédente, là où le président avait notamment fustigé l'attitude des jeunes joueurs de l'effectif et déploré qu'aucun joueur n'ait su devenir le véritable leader de cette équipe. Alors, cette saison, qui va pouvoir devenir le leader de l'effectif? Je vous en propose 3. En tout cas, au-delà d'être des joueurs leaders, je pense que ce sera les joueurs majeurs de l'équipe. Il y aura le meneur AJ Day, le poste 4 Aaron Leverity et enfin le pivot Alexis Tang. AJ Day, c'est un meneur de jeu américain qui a détruit le championnat chypriote l'année dernière avec 26 points de moyenne avant de terminer la saison dans le championnat letton. Il devrait assumer d'énormes responsabilités au niveau du scoring. Le deuxième joueur qui pourrait prendre le rôle de leader, c'est Aaron Leverity qui arrive avec le statut de MVP de la saison en National 1 et qui était très courtisé. Il a notamment terminé avec 21 d'évaluation et il a compilé pas moins de 18 double-double en 33 matchs. Une vraie assurance donc pour Évreux qui devrait ne pas être trop mal sur le secteur du rebond. Et enfin, Alexis Tang a clairement tout ce qu'il faut pour être l'un des leaders de l'équipe. L'un des leaders défensifs déjà en premier lieu, mais il pourra également apporter toute son expérience et essayer d'insuffler l'exigence du haut niveau et une certaine culture de la gagne, ce qui peut être intéressant dans une équipe qui voudra assurer au plus vite son maintien en Pro B. Alors, que peut-on craindre pour l'ALM Évreux ? D'abord, on est sur une équipe neuve. La première étape sera de créer une alchimie entre tous ces joueurs qui ont des expériences diverses et qui n'ont pour la plupart jamais évolué ensemble ou qui se sont rarement affrontés. Et ça va être le premier challenge pour le coach Marc Namura. L'autre question que je me pose, ça va concerner le scoring sur le secteur intérieur. Sans parler d'un joueur qui va venir scorer 18 points à tous les matchs, c'est vrai que quand on regarde le roster, la raquette semble principalement composée de joueurs qui ont construit leur carrière sur leur impact défensif. C'est le cas pour Alexis Tang et c'est encore plus vrai pour Bengali Fofana et Tim Ebo n'a pas forcément le profil d'un scoreur. Alors, il reste Aaron Leverity qui tournait à 12 points de moyenne en N1. Donc là aussi, on n'est pas forcément sur un profil orienté scoring. On est sur une construction d'effectifs qui me laisse penser que l'accent sera mis sur la solidité défensive, mais attention à ne pas trop négliger l'aspect offensif. Et si AJ Day semblera investi d'énormément de responsabilités au niveau du scoring, j'imagine sans nul doute que la dernière pièce à ajouter à ce puzzle, un poste 3-2 étranger, devra aussi être un joueur avec certaines facilités offensives, à la fois pour scorer, mais aussi peut-être dans un profil de shooter. Maintenant, quels sont les motifs d'espoir pour les Hébroïciens ? Je viens d'en parler, mais on devrait avoir une équipe qui devrait défendre le plomb, et le secteur intérieur en atteste. Alexis Tang, Bengali Fofana sont des guerriers et vont amener clairement de l'abattage et de la dissuasion. Aaron Leverity, de son côté, semble un très fort rebondeur, donc sur le plan défensif, Évreux semble plutôt bien armé. J'ai aussi commencé à en parler, mais il y a de l'expérience dans cette équipe, apportée déjà par la raquette avec Alexis Tang et Bengali Fofana. Paul Rigaud aussi commence à avoir de l'expérience maintenant, et ça va permettre de garder la tête froide dans les passages les plus délicats de la saison. Ça va beaucoup contraster avec la saison dernière où ça pouvait manquer peut-être un petit peu d'expérience et de taulier puisque l'équipe était très jeune. Et enfin,
Ce n'est pas relatif au basket, mais clairement, Évreux pourra difficilement faire pire, sachant que le club, théoriquement, devait être relégué en National 1. Et en partant de ce constat, qui est très factuel, je vous l'accorde, eh bien, quand on touche le fond, on ne peut que rebondir, et j'espère bien que ce sera le cas pour Évreux. Je veux maintenant passer du jaune et bleu de Évreux au rouge et noir de Denain. Et honnêtement, je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à évaluer le club nordiste cette saison. Au sortir d'une saison mitigée, voire décevante, Denain va se présenter avec Ali Bouziane à la tête de l'équipe et quelques nouvelles têtes. Du côté des départs, eh bien, les joueurs étrangers arrivés en cours de route, Courtney Fortson et Zena Edosoman, ne seront plus donésiens la saison prochaine, tout comme Kevin Marcion-Noléo, Jason Chikambu et Guillaume Payen-Boucard. Pour les remplacer, Ali Bouziane et Mehdi Chala ont été recrutés Romain Parmentelot, Lovell Kabil Jr., Jordan Raton, Marc-Olivier Lasserre et Olivier Troisfontaine. Et comme vous pouvez le voir sur la composition de l'effectif, il manque encore un pivot à recruter puisque si Denain avait fait part de son intérêt pour Drew Cissé, eh bien il ne portera pas finalement les couleurs des Dragons. Du côté des joueurs rescapés de la saison dernière, on retrouvera toujours Neftali Difudi, le capitaine et inoxydable Benoît Gillet et Lien Philippe et Semé Mien dans la raquette. On sera donc sur un effectif renouvelé à quasiment 60%. Côté budget, eh bien Denain semble bien aimer le numéro 11. 11e budget et 11e masse salariale de la saison dernière. Et en ce qui concerne leur dernier classement, eh bien, ils n'ont pas terminé à la 11e place, même si ça aurait été rigolo. En tout cas, plus rigolo que de terminer à la 15e place, car Denain n'est pas passé loin de la correctionnelle et a dû attendre la toute fin de saison pour valider leur maintien. On peut parler notamment d'un fait assez cocasse, puisque Ali Bouziane, rappelez-vous, l'actuel coach de Denain pour cette saison, a démarré la saison dernière du côté de Angers, avec qui il a aussi connu une saison très compliquée, la faute à des moyens financiers qui ont conduit le club à ne pas pouvoir recruter lors d'une période où il y avait une hécatombe de blessés. Eh bien, si Ali Bouziane avait démarré la saison du côté de Angers, il l'a terminée à Denain, au sortir d'un match capital qu'il a vu gagner contre Denain, avec Angers pour ce qui était son dernier match avec Angers avant de rejoindre Denain. Puisque la victoire de Angers eh bien, a entraîné l'éviction de l'ancien coach de Denain, Rémi Valin, alors que les deux clubs étaient à la lutte pour le maintien. Et pour tenter de maintenir une nouvelle fois Denain en Pro B, eh bien, Ali Bouziane pourra s'appuyer sur sa recrue à la main, Lovell Kabil Jr., qui arrive après 2 belles saisons en D2 allemande et en D1 polonaise. Pour l'accompagner dans les joueurs majeurs de cet effectif, eh bien, je pense que le futur pivot recruté devrait être une pièce importante. On sait que l'axe 1-5 est prépondérant et vraiment crucial en Pro B. Et au vu de l'effectif actuel, je pense qu'il faudra un pivot d'impact à Denain pour pouvoir nourrir des ambitions, de pourquoi pas aller vibrer pour espérer décrocher un play-in. Comme je le disais dans l'introduction, je trouve assez difficile aujourd'hui d'évaluer le plafond de cette équipe, voire même son plancher. Si l'équipe me semble renforcée par rapport à la saison dernière, à la faveur d'une profondeur que je trouve plus intéressante, il manque selon moi d'un joueur d'impact que j'espère être le futur pivot. D'autant plus que la concurrence s'est sérieusement renforcée et que les promus ont monté des effectifs qui semblent très intéressants sur le papier et ça montre bien qu'ils ne sont pas venus pour trier les lentilles. Mais d'un autre côté, il y a quand même des raisons d'espérer. On est sur une page qui se tourne avec le départ de Rémi Valin, l'arrivée de Ali Bouziane, qui a fait du très bon travail à Angers, il faut le rappeler, malgré des moyens très limités. Arrivé en fin de saison dernière, Ali Bouziane pourra cette fois vraiment construire et mettre sa patte sur ce qui sera son effectif. Ensuite, et j'adore ça, vous le savez, il y a quelques joueurs prometteurs qu'il va falloir suivre cette année du côté de Denain. Je pense à Marc-Olivier Lasserre, mais aussi et surtout à Romain Parmentelot, récent champion d'Europe U20 avec l'équipe de France, et bien sûr Neftali Difudi, qui a fait une belle saison la saison passée et qui devrait gagner encore plus en responsabilité, je pense. Enfin, je pense que Lovell Kabil Jr. peut être l'une des satisfactions au vu de son début de carrière, et on verra qui également sera la dernière pièce au poste 5, ça pourrait former un axe 1-5 plutôt sympathique. Et pour terminer cette vidéo, il est temps de parler d'un autre promu, Chartres, qui, à l'instar de Évreux, a profité de la défection de Lille et des Metz 92 pour déposer une demande d'accession qui a été acceptée par la Ligue. Bienvenue donc à Chartres en LNB, 5 ans après son dernier passage en Pro B. Et malgré le fait de connaître assez tardivement dans quelle division il allait devoir construire son effectif, eh bien, le coach Moitassim Renam est parvenu à réaliser un recrutement qui a peut-être dû faire quelques envieux en Pro B.
Il était enfin temps de voir Victor Mopsus évoluer sur les parquets LNB. C'est chose faite puisque le meneur formé à Chalon remplace l'éternel Marco Pellin dans un format micro-meneur. J'ai très hâte de voir ce que va produire Victor Mopsus qui sera bien accompagné sur les lignes arrières avec l'arrivée d'un arrière américain, d'un combo guard, Dwayne Wilson. Un combo guard de 29 ans qui a toujours tourné entre 15 et 18 points de moyenne entre la D2 allemande et la D2 italienne. Un beau scoreur en perspective. Et on peut également mentionner, voire même plus que mentionner, souligner les arrivées de Emmanuel Omogbo en provenance de Vichy qui a fait une très belle saison et enfin de Gavin Kensmil en provenance de Pau Orthez. J'y reviendrai sur son cas. Et avec 5 joueurs qui sont restés de la saison dernière, dont le vétéran Max Couguer, Chartres affiche un roster très complet de 11 joueurs et il se murmure que le club regarderait aussi sur le marché des intérieurs français pour engager un pivot supplémentaire, même si Emmanuel Omogbo est un pivot qui peut aussi être décalé en ailier fort. Il y a une belle profondeur d'effectifs du côté de Chartres. Côté finance, on peut penser que Chartres fera partie des petits poussés à ce niveau, même si la billetterie devrait bien aider avec leur nouvelle salle, le Colisée, qui a une capacité de 4187 places en configuration basket. Et d'après les dernières nouvelles, eh bien, il s'annonce que Chartres devrait quand même avoir un budget assez intéressant pour la Pro B. Et je pense que le recrutement d'ailleurs le montre. Comme vous l'avez compris, Chartres n'a ni remporté les playoffs de N1, ni terminé premier de la saison régulière de N1. Mais les Chartrains ont tout de même réalisé une belle saison, puisqu'ils ont terminé à la 2e place de leur poule en National 1 de la saison régulière, et ils ont été quart de finaliste en playoffs. Alors pour les emmener non pas vers les playoffs, quoique, sait-on jamais, mais peut-être vers un play-in ou au moins pour valider un maintien tranquille, eh bien le coach va pouvoir s'appuyer sur le duo Dwayne Wilson-Gavin Kensmil. J'ai choisi de mettre l'accent sur ces deux joueurs car d'un côté, Dwayne Wilson a donné satisfaction partout où il est passé et semble représenter une assurance tout risque pour mettre des paniers. Et d'un autre côté, j'ai été, je vous l'avoue, assez surpris de voir Gavin Kensmil débarquer chez un promu en Pro B à Chartres. Il a certes été plutôt décevant du côté de Pau Orthez la saison dernière, mais il tournait tout de même à 10 points et 7 rebonds en 24 minutes. Alors, si je dis qu'il a été plutôt décevant, c'est parce qu'il y a 2 ans, rappelez-vous du côté de Aix-Maurienne, toujours en Pro B, eh bien Gavin Kensmil, il avait régné sur les raquettes de Pro B en compilant pas moins de 16 points et 9 rebonds de moyenne en 32 minutes. Un temps de jeu bien supérieur, je l'avoue, à ce qu'il a eu à Pau Orthez la saison dernière. Dans une équipe où il aura certainement plus de responsabilités que ce qu'il a eu à Pau, je m'attends à retrouver le Gavin Kensmil dominant de Aix-Maurienne. Et si c'est bien sur cette version-là de Gavin qu'a mis la main Chartres, eh bien ça peut annoncer une très belle saison en perspective pour le CCBM. Maintenant, que pourrait-on craindre pour Chartres ? Eh bien peut-être un petit temps d'adaptation à la division, mais je vais tout de suite tempérer cette crainte car il y a pas moins de 6 joueurs qui ont déjà joué en Pro B et un joueur comme Dwayne Wilson a tout de la bonne pioche, tout comme Victor Mopsus. Ensuite, et c'est moins une interrogation qu'un constat, eh bien contrairement aux vrais promus Caen et Hier-Toulon, dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo, tiens donc, eh bien Chartres n'a pas obtenu sa montée sur le terrain. Donc la dynamique sera peut-être un petit peu différente, ce groupe n'a rien gagné, si ce n'est une montée sur tapis vert. Mais cet aspect dynamique de promu, au final, c'est peut-être surtout subjectif. Concernant les raisons de croire à une belle saison de Chartres, j'en ai déjà parlé, mais je trouve le recrutement des joueurs étrangers vraiment hyper intéressant, avec probablement un sentiment de revanche, notamment pour Gavin Kensmil, et sa saison un petit peu où il est passé à côté du côté de Pau. Et pour faire le lien, eh bien je dirais que cette équipe a tout à prouver. Justement pour appuyer mon propos qui est de dire que cette équipe n'a rien gagné, c'est maintenant que Chartres va devoir montrer que sa place est réellement en Pro B. Et ça, personnellement, j'en suis archi convaincu de par la qualité de l'effectif et par les infrastructures avec une très belle salle. Voilà, il est temps de mettre un terme à cette première vidéo consacrée au preview de la saison à venir pour la Pro B. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour me faire part de vos retours et à me dire si justement ce type de vidéo vous plaît. Et bien moi, je vous dis à très bientôt, mais vraiment à très bientôt pour la prochaine vidéo consacrée aux équipes que je vois lutter pour le play-in, c'est-à-dire les équipes classées entre la 7e et la 13e place. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.